Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré donc, à la signature de l'avenant 32 relatif aux revalorisations salariales. Alors, quelques mots d'introduction avant de céder la parole donc, à l'équipe du pôle social, donc Laurence Nicano, Fabienne Segno et Guillaume Olry. Je voulais vous dire donc, un petit peu dans quel cadre avait été signé cet avenant 32. Donc, vous savez que donc depuis le début de l'année, donc on fait un gros travail sur les classifications pour renforcer l'attractivité de notre secteur et est arrivé finalement un nouveau contexte qu'on ne connaissait pas, qu'on n'imaginait pas forcément il y a un an et demi. On l'imaginait un petit peu fin de l'année dernière, mais pas autant il y a un an et demi, ça c'est clair. Donc, avec l'inflation qui est venue finalement de façon structurelle suite à la crise Covid et qui est devenue très majorée de façon contextuelle à cause de la crise de l'Ukraine. Donc, il y a eu l'annonce, vous vous en rappelez, en mai l'année dernière, donc, de l'augmentation de la valeur du point d'indice de la fonction publique hospitalière. Et donc, dès lors, finalement, en mai, nous avons œuvré pour demander la symétrie de l'application de cette mesure et du financement au ministère de la Santé. Ça a été un travail un petit peu long puisqu'on a mis plusieurs mois à obtenir, alors comme les autres fédérations hospitalières privées, d'ailleurs parce que Unicancer et FEAP n'ont pas été traités de façon plus privilégiée dans le cadre de la durée pour l'obtention d'une réponse, mais on a eu donc une réponse positive avec une enveloppe qui a été accordée donc à hauteur de 120 millions d'euros pour pouvoir financer cette application donc, dans notre secteur. Et donc, ça a été une enveloppe qui a été accordée en fait en octobre, fin octobre donc, 2022. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, on avait commencé à discuter avec les organisations qui représentent les personnels dans nos établissements et on a pu aboutir à un accord donc, qui a été signé donc, en novembre avec la CFDT, avec l'UNSA et un accord qui est majoritaire, donc qui ne pourra pas faire l'objet d'une opposition. Donc aujourd'hui, comment les choses vont se passer? Donc Fabienne et Laurence vont vous expliquer de façon très concrète l'augmentation donc, et les modalités d'application de cette augmentation de 3%. Augmentation donc, avec un certain nombre de clauses pour permettre aux établissements qui ont été amenés finalement à augmenter de façon un peu plus anticipée les salaires pour raison de l'inflation, pour des raisons de contexte, de concurrence, de territoire, de pouvoir donc ne pas appliquer deux fois l'augmentation. Donc tout ça va vous être expliqué dans le détail. En ce qui concerne le financement, donc, vous aurez donc un financement dans le cadre de la C3, donc la circulaire C3 qui sera notifiée donc, fin décembre, donc un financement qui arrivera donc plutôt début janvier, qui va être rétroactif donc, sur la période juillet jusqu'à décembre et qui sera calculé sur la base de la SAE 2021. Nous sommes en train de discuter avec la DGOS sur les modalités de calcul et vérifier le champ donc, qui est retenu pour ce calcul de façon à ce qu'ils envoient aux ARS un fichier le plus propre possible et qu'on n'ait pas trop d'effets et de difficultés par rapport à cela. Donc, cet avenant, il est financé pour l'année 2022. Ce sont des crédits qui sont reconductibles, ce qui veut dire que pour l'année 2023, dans la base de l'ONDAM établissement de santé, sera intégrée donc, une base pour nos établissements donc de 120 millions x 2, puisque c'était un semestre en 2022 et que bien sûr en 2023, ce sera l'ensemble de l'année, donc 2 semestres, donc 240 millions, qui seront intégrés donc après, selon les modalités de financement par activité, soit dans la partie AC ou la partie budgétaire, on va dire, pour les établissements de SMR et de psychiatrie, et pour grande partie dans les tarifs, normalement, en ce qui concerne le MCO. Donc, pas de souci. On ne connaît pas les modalités encore, mais il n'y aura pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour le financement en 2023, il sera effectué. Alors, cette augmentation de 3%, elle s'inscrit aussi dans le cadre des travaux que nous sommes en train de faire sur la classification. Je le disais au début, donc, gros travail sur les classifications pour augmenter l'attractivité du secteur, pour aussi, on va dire, toiletter et avoir un outil de financement et de
d'attractivité qui soit un peu plus up-to-date pour les candidats qui se présentent à nos établissements. Et donc, on a donc l'ambition d'arriver à un premier projet d'accord finalisé, donc à présenter et à discuter après avec les syndicats, donc pour fin janvier. Donc voilà, donc une actualité dynamique, un dialogue social qu'on maintient et qui est très, très, très soutenu actuellement, puisqu'on a l'ambition de cette échéance de fin janvier. Et juste vous dire que l'avenant 32 était donc le 17e accord que nous avons signé en 3 ans. Donc ça, c'est important que vous l'ayez aussi en tête, parce que ce n'est pas forcément toujours l'idée qu'ont les gens de l'extérieur à notre branche de notre dynamisme de dialogue social. Donc, n'hésitez pas à le dire, qu'on est très attentif au dialogue social, et c'est vrai qu'on a été très content de pouvoir signer cet avenant 32. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole donc, à Fabienne Segnaud et Laurence Micano, qui vont donc, peut-être dans une première partie vous présenter les modalités particulières d'application de cet avenant. Et puis après, bien sûr, il y a une partie de questions, sachant qu'on s'attachera à répondre, bien sûr, aux questions d'ordre général, et qu'après, quand il y a des conditions particulières d'application qui concernent votre situation, votre établissement, et qui nécessiteraient des développements plus longs, bien sûr, nous pourrons répondre après par mail à l'ensemble des questions quand elles vont se présenter. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée. Merci d'être aussi nombreux à assister à ce webinaire. Et sans plus tarder, Fabienne, je te passe la parole et je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Vous êtes près de 400 à nous écouter et on va véritablement essayer de répondre à une majeure partie de vos questions. Encore une fois, vous connaissez l'adresse du pôle social, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour pouvoir répondre à des questions qui nécessiteront une analyse plus précise. Donc, pour commencer, juste vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes actuellement dans la période de notification en fait, de cet avenant auprès des organisations syndicales de salariés, donc formule habituelle si je puis dire, et de dépôt ensuite de l'accord auprès de l'administration, que donc l'accord devrait être applicable aux alentours du 12-13 décembre, mais comme Christine Schilber l'indiquait, il n'y a aucun doute sur le fait que cet accord s'appliquera, puisqu'il n'y a aucun risque d'opposition majoritaire possible s'agissant d'un accord signé par des organisations au niveau de la branche qui dépassent les 50% en termes de représentativité. Donc, ce qu'on vous engage à faire, et c'est la raison pour laquelle nous répondons quotidiennement à vos questions, c'est à préparer son application en paye, et c'est l'objectif de ce webinaire dès que possible, tout en sachant qu'une fois ces formalités accomplies, l'accord s'appliquera rétroactivement au 1er juillet donc 2022 pour les salariés présents à la date de signature de l'accord, soit le 10 novembre 2022, et il s'appliquera à la date de recrutement des salariés qui sont recrutés, qui ont été recrutés d'ailleurs depuis le lendemain de la date de signature, donc après le 10 novembre 2022. Donc, on est conscient, juste pour vous dire, de la complexité de cet avenant, mais c'est une mesure absolument nécessaire pour permettre aux professionnels de notre secteur de bénéficier d'une compensation en partie des effets de l'inflation. Et on va essayer de vous rendre, bien sûr, ce dispositif le plus fluide possible. Pour en revenir à l'esprit de cet avenant, on est finalement sur la base d'une NAO classique, telle que vous la connaissez depuis quelques années, sur le modèle de l'avenant précédent de négociation salariale de branche, c'est-à-dire l'avenant 29, avec en fait un taux d'évolution sur l'ensemble de la grille qui est appliqué aux professionnels, aux rémunérations forfaitaires pour les premiers coefficients, donc jusqu'au coefficient 242, en l'occurrence dans le cadre de cet avenant 32, à partir d'un salaire d'entrée dans la grille qui est égal au SMIC en vigueur, plus 3%. Et puis ensuite, vous connaissez ce mécanisme, une courbe de raccordement de 50 centimes qui sépare
les rémunérations forfaitaires qui suivent, jusqu'à arriver au coefficient donc 243, où là, à nouveau, on a un calcul des rémunérations à partir du coefficient 243 en fonction de la nouvelle valeur du point. Donc, un taux d'évolution identique appliqué également à cette valeur du point donc de 7,05 plus 3%, ce qui nous donne la nouvelle valeur du point de 7,26 €. En revanche, et c'est ça qui différencie l'avenant 32 des avenants précédents avec leur rémunération forfaitaire et leur taux d'évolution appliqué à la valeur du point, eh bien, cette fois-ci, nous avons mis en place un mécanisme qui permet le versement effectif à tous les salariés de l'augmentation, c'est-à-dire une augmentation réelle des rémunérations, sauf en cas de clause de non-cumul, par rapport à des augmentations collectives ou individuelles intervenues en 2022, mais on va y revenir en passant en revue les dispositions de l'avenant. Donc, je passe la parole à Laurence Micano sur la méthodologie. Oui, bonjour à tous. On a en effet essayé de rédiger ces slides et de vous faire cette présentation pour vous donner finalement une méthode d'application de l'avenant 32, puisque les questions que nous avons reçues jusqu'à présent nous laissent à penser en effet qu'il peut y avoir soit des confusions dans l'interprétation, soit des difficultés dans l'application. Donc, on a essayé finalement de vous donner une méthode à appliquer qui nous semble être celle utilisable dans tous les cas. Donc, le premier principe à appliquer, la première méthode à appliquer, c'est sur la base des nouvelles règles conventionnelles, j'applique la nouvelle rémunération que le salarié est censé avoir. Donc, pour les coefficients jusqu'au coefficient 242, j'applique les rémunérations forfaitaires telles que Fabienne vient de vous les énoncer. Pour les coefficients supérieurs au coefficient 243 et à partir du coefficient 243, j'applique la nouvelle valeur du poids. Donc, en appliquant donc, ces nouvelles rémunérations, ça me donne une augmentation. Ça me donne plutôt un montant et je compare ce montant à la rémunération réelle du salarié. Donc, je donne une illustration et on va y revenir plus en détail. Sur la base de la rémunération forfaitaire, par exemple, j'ai un salarié qui est payé à 1 680 € avant l'application de l'avenant 32. Sur la base de l'avenant 32, au coefficient 176, au coefficient 176 sur l'avenant 32, ce salarié doit être rémunéré 1 729,36 €. Ça me fait donc un écart. Et cet écart-là, je le compare avec le montant de la garantie d'augmentation salariale qui est prévu à l'annexe 2 de l'accord. Et je verse le montant le plus favorable. Donc, je me résume. Je calcule ma nouvelle rémunération conventionnelle en application soit des rémunérations forfaitaires, soit des rémunérations avec la nouvelle valeur du point. Je compare cette rémunération nouvelle à ma rémunération actuelle. Ça me donne un montant d'augmentation que je compare avec le montant de la garantie d'augmentation salariale et je verse le montant le plus favorable des deux. Donc, c'est cette méthodologie qui vous permet, à minima, d'appliquer les montants de la garantie d'augmentation salariale, d'appliquer les montants de la garantie d'augmentation salariale au moins, voire plus, si jamais j'ai un montant supérieur. Et pour faire ces comparaisons-là, on ne tient pas compte du Ségur. On prend juste le coefficient multiplié par la valeur du point ou les rémunérations forfaitaires. Donc voilà sur la méthodologie, entre guillemets, de manière simplifiée. Et si vous le voulez bien, donc on va maintenant rentrer de manière plus détaillée sur les rémunérations forfaitaires d'une part et sur l'augmentation de la valeur du point d'autre part. Donc je vous le disais à l'instant sur une illustration pratique. Je prends mon salarié qui est au coefficient 176. Il a une rémunération actuelle à 1 680 € brut, hors Ségur, puisqu'on n'en tient pas compte, et hors prime. Voilà, c'est son salaire hors Ségur et hors prime. Donc, je prends mon avenant 32, l'annexe 1, qui fixe toutes les rémunérations forfaitaires du coefficient 176 au coefficient 242. Je vais sur ma ligne 176, je vois que la rémunération forfaitaire, c'est 1 729,36 €. Je compare ces 1 729,36 € aux 1 680 € que le salarié percevait avant l'application
de l'avenant 32. Ça me fait donc une augmentation de 49,36 €. Ces 49,36 €, je les compare avec le montant de ma garantie d'augmentation salariale pour le coefficient 176 à l'annexe 2, et c'est 36,96 €. Je vois que mes 49,36 € sont plus favorables que mes 36,96 €. J'applique donc mes 49,36 €. Donc là, on vous a pris un exemple simple, mais pour vous montrer, s'agissant des rémunérations forfaitaires, la méthodologie a systématiquement appliqué. Maintenant, une fois qu'on a pris ces exemples simples, on voulait aussi revenir avec vous, et c'est souvent l'objet des interrogations que vous nous formulez, sur les exceptions. La première exception, c'est la clause de non-cumul. Elle est prévue par l'accord, à l'article 6 de l'accord, puisque, comme vous le savez, Christine Schibler l'a rappelé, dès lors qu'on a eu connaissance de l'augmentation de la valeur du point d'indice dans la fonction publique, nous avons commencé à demander au pouvoir public une application symétrique. Et ces échanges ont eu lieu finalement depuis la fin du premier trimestre 2022, et nous n'avons signé l'avenant 32 que le 10 novembre. Donc, cette action de conviction a duré très longtemps. On avait eu quand même des faisceaux d'indices nous laissant à penser qu'on allait avoir ces compensations financières. Et dans cette attente, certains d'entre vous ont d'ores et déjà, avaient en tout cas avant la signature de l'avenant, anticipé l'application de ces mesures. C'est pour ça qu'en fait, dans l'avenant, nous avons prévu une clause de non-cumul, puisqu'il fallait sécuriser ceux d'entre vous auxquels on n'avait pas garanti, mais en tout cas auxquels on avait indiqué qu'en effet, on allait sans doute avoir une compensation dont on ne savait pas encore précisément ni les montants, ni la date d'application, mais en tout cas, certains d'entre vous ont appliqué, et il fallait donc vous sécuriser pour ne pas que vous ayez à payer 2 fois ce que vous aviez anticipé dans le cadre de vos accords locaux ou de vos pratiques d'entreprise, et par ailleurs, ce qui était signé dans le cadre de la branche. Donc, c'est pour ça que cette clause de non-cumul a pour objet de déduire finalement ce que vous auriez versé par anticipation du montant en fait d'augmentation prévue par l'avenant 32. Et donc, de ce point de vue-là, on prend un exemple encore. Vous avez, dans l'exemple qu'on vous a mis dans la slide, à partir de juin 2022, décidé d'une augmentation générale des salariés de 2%. Encore une fois, on prend un exemple simple. Vous étiez aux rémunérations conventionnelles. Donc, je reprends l'exemple de mon salarié qui était payé à 1 680 €. Vous avez donc décidé de lui appliquer une augmentation de 2%, ce qui lui fait un salaire de 1 713 €. Je n'ai pas fait les calculs précisément, mais ça lui fait par exemple un salaire de 1 713 €. Là aussi, on applique toujours la même méthodologie. Donc, le salarié, au 1er juillet 2022, il est à 1 713 € avant l'application de l'avenant 32. Après l'application de l'avenant 32, je prends mon annexe 1, les rémunérations forfaitaires, il doit passer à 1 729,36 €. Ces 1 729,36 € par rapport aux 1 713 €, ça fait une augmentation d'environ 16 €. Mais par ailleurs, mon salarié a déjà eu une augmentation d'environ 33 € au titre de mes mesures d'entreprise. La somme de ce qu'il a eu au titre des mesures d'entreprise en 2022 et au titre de l'application de l'avenant 32, ça me fait une augmentation en l'occurrence de 49 €. On avait pris un exemple simple. Je compare ces 49 € qui correspondent à la somme de ce que j'ai appliqué en 2022 au titre de mes mesures d'entreprise d'une part, et d'autre part à l'application de l'avenant 32, puisque quand j'avais appliqué une augmentation de 2%, je ne permettais pas aux salariés d'atteindre le minima conventionnel qu'ils devaient atteindre. Donc, je fais donc la somme de ces deux montants-là. Je compare ce montant-là avec le montant de ma garantie d'augmentation salariale. C'est donc supérieur toujours aux 36,96 €. J'applique le montant le plus favorable des deux. Donc, cette clause de non-cumul, elle ne vaut que pour les mesures qui auront été mises en œuvre par accord collectif ou pas, dans le cadre d'augmentation collective ou individuelle en 2022. C'est-à-dire que si vous avez prévu des augmentations et mis en œuvre des augmentations en 2021, vous ne pouvez pas appliquer la clause de non-cumul puisqu'il faut qu'elles aient été mises en œuvre en 2022. Donc voilà pour cet exemple de l'exception 2022. Une autre exception, un autre cas particulier, c'est si toutefois j'applique un coefficient différent des coefficients conventionnels. Je reprends toujours mon salarié qui est au coefficient 176 au sens de la convention collective.
Dans mon établissement, je décide qu'il est payé au coefficient 186. Pour autant, c'est un ASH qui vient d'entrer dans l'établissement, il n'a pas d'expérience. Donc, au sens de la convention collective, il doit être au coefficient 176, mais par mesure d'entreprise, je décide de lui appliquer le coefficient 186. Là encore, l'avenant 32 a pour objet de définir les rémunérations conventionnelles minimales. Donc, vous devez pour autant calculer la rémunération du salarié sur la base du coefficient conventionnel. Toutes les mesures qui sont comprises dans cet avenant, c'est au sens de la convention collective. Donc, vos mesures d'entreprise, vous devez en faire abstraction, en tout cas s'agissant de la détermination de la rémunération du salarié en question, puisque au sens de la convention collective, ce salarié doit être payé au coefficient 176. C'est donc la rémunération du coefficient 176 de laquelle vous devez tenir compte pour vérifier et appliquer la méthodologie telle qu'on vous l'a rappelée. Donc là, c'était pour vous. Vous pouvez bien évidemment choisir de faire différemment. Mais nous, on dispose pour la convention collective. En tout cas, nous vous indiquons ce que vous devez faire au titre de la convention collective. Si vous choisissez d'être plus favorable, vous êtes évidemment en droit de le faire. Mais au sens de la convention collective, c'est bien le coefficient au sens de la convention. Donc, dans mon exemple, le coefficient 176, duquel vous devez tenir compte pour calculer la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre. Un autre cas particulier, et là aussi vous nous interrogez régulièrement sur cette question, j'ai des primes d'entreprise qui font que ma rémunération d'entreprise est supérieure à ma rémunération conventionnelle. Là aussi, donc, je reprends mon exemple du salarié au coefficient 176. Du fait de mes primes d'entreprise, le salarié n'est pas payé à 1 680 €, mais admettons, il est payé à 1 750 €. Et quand je prends mon annexe 1, le salarié devait être payé 1 729 € et des brouettes. Donc, je suis au-delà. Et vous nous interrogez souvent, dans la mesure où je suis au-delà, est-ce que je dois verser le contenu de l'avenant 32 ? Encore une fois, le principe est que dans cet avenant 32, la particularité de cet avenant 32, c'est que vous serez financé pour ces revalorisations. Dès lors que vous serez financé, vous devez redistribuer, en tout cas l'avenant prévoit que vous redistribuez ce pourquoi vous serez financé. C'est pour ça que, hors clause de non-cumul, finalement, c'est la seule exception qui vous permet de ne pas verser les rémunérations, les augmentations prévues par l'avenant 32. En dehors de ce cas, vous devez systématiquement les verser. Et dans le cas des primes d'entreprise, mon salarié qui est à 1 750, en effet, il est au-delà de la rémunération conventionnelle du coefficient 176. Je vais donc regarder mon annexe 2, les montants de garantie d'augmentation salariale, et c'est cette garantie d'augmentation salariale, puisque in fine, c'est toujours celle que le salarié doit recevoir à minima, c'est bien ce montant-là que je dois appliquer. Une autre exception également, ou plutôt un autre cas particulier, c'est lorsque mon salarié change de coefficient ou change d'emploi. Je reviens sur mon salarié qui est au coefficient 176, il était à 1 680, il est payé, ou plutôt, je lui ai appliqué plutôt le montant de la garantie d'augmentation salariale à 36,96 €. Donc, en fait, il a sur son bulletin de paye 36,96 €. Mais il avait suivi par ailleurs une formation, ou je ne sais pas pour quelle raison, il change de coefficient ou il change d'emploi. Pour autant, le montant de la garantie d'augmentation salariale est celle du coefficient qu'il avait au 1er juillet 2022. Ça, c'est l'accord qui le dit. La garantie d'augmentation salariale ne vaut, ou plutôt s'applique au coefficient que le salarié avait au 1er juillet 2022 et n'a pas vocation à évoluer. Ainsi, un aide-soignant qui devient infirmier, qui avait une garantie d'augmentation salariale calculée sur son coefficient d'aide-soignant, lorsqu'il devient infirmier, il conserve le montant de la garantie d'augmentation salariale de son coefficient d'aide-soignant. Voilà. Alors, juste pour vous dire, parce que je vois toutes vos questions et le fait que vous avez besoin que les exemples que Laurence a pris pour illustrer tous les principes qu'elle vient d'expliquer, vous avez besoin qu'ils soient écrits. Donc, de toute façon, ce que l'on va faire, on ne voulait pas avoir des slides trop touffus
pour que, plutôt que de nous écouter, en fait, vous lisiez en permanence les slides en essayant de comprendre. Donc, on va en fait enrichir les slides, en fait, des exemples et nous les transmettrons. Voilà ce que je vous propose pour que ça soit parfaitement clair, tout en sachant qu'il y a un certain nombre d'exemples chiffrés et comparatifs qui ont été diffusés dans notre note technique de décryptage, en fait, de plusieurs pages, mais néanmoins, on vous retransmettra des exemples qui seront intégrés au slide pour que précisément vous retrouviez les propos de Laurence qui vous expliquait tous les grands principes qu'il est important d'appliquer. Alors, j'en viens au sujet de l'augmentation de la valeur du point. C'est-à-dire qu'on s'est dit que pour être le plus clair possible, on allait prendre le déroulé de l'accord. Donc là, on a commencé par le premier article finalement important sur les rémunérations forfaitaires et vous l'avez compris, la comparaison avec à chaque fois qu'on doit avoir toujours à côté de soi finalement le tableau des montants de la garantie d'augmentation salariale. Bon, sur la partie à partir du coefficient 243 et pour tous les coefficients qui suivent qui dépendent de l'augmentation de la valeur du point à 7,26, finalement c'est un petit peu plus simple puisque même si le mécanisme de l'avenant, bien sûr, conduit à appliquer la nouvelle valeur du point et ensuite à comparer le montant en fait, de l'augmentation obtenue par rapport au salaire réel, eh bien, finalement, dans tous les cas, le montant qui sera versé au titre de l'application de l'avenant 32 sera équivalent au montant de la garantie d'augmentation salariale, puisque le montant de la garantie d'augmentation salariale à partir du coefficient, pour tous les coefficients de toute façon, est calculé en fonction de la nouvelle valeur du point, 7,26 €, moins la valeur du point, on va dire actuelle ou ancienne de 7,05 € fois le coefficient. Donc, comme on n'est plus sur la mécanique des rémunérations forfaitaires qui s'appliquent jusqu'au coefficient 242, qui peuvent avoir des montants en fait différents de ceux de la garantie d'augmentation salariale, c'est beaucoup plus simple, puisque dans tous les cas, à partir du coefficient 243, je répète, le montant qui est applicable, l'augmentation effective par rapport au salaire réel du salarié, est égal, en fait, ou équivalent au montant de la garantie d'augmentation salariale, puisque c'est précisément le montant auquel on aboutit en passant d'une valeur du point de 7,05 € à 7,26 €. Alors, on vous a pris néanmoins des exemples parce que vous pouvez avoir des valeurs du point de montants différents. On a une valeur du point à 7,05 €, on passe à une valeur du point à 7,26 €, on applique tout simplement la nouvelle valeur du point. Et encore une fois, c'est égal au montant de la garantie d'augmentation salariale qui figure à l'annexe 2 de l'avenant 32. On a un exemple 2 où vous avez comment augmenter, je ne sais pas, par exemple, en 2021, la valeur du point à 8 €. Eh bien, vous appliquez le montant de la garantie d'augmentation salariale, puisqu'évidemment, c'est un montant supérieur, 8 € à 7,26 €. Et vous pouvez être dans une situation intermédiaire où, en fait, vous êtes déjà, par exemple, depuis 2021, à une valeur du point égale à 7,15 €. Donc, l'avenant intervient, vous augmentez la valeur du point à 7,26 €, ok, très bien, sauf que en augmentant la valeur du point à 7,26 €, vous aboutissez à un montant d'augmentation qui est inférieur au montant de la garantie d'augmentation salariale. Donc, il y a un reliquat qui est à verser, puisque, je le répète, dans tous les cas, à partir du coefficient 243, l'augmentation effective du salarié par rapport à son salaire réel doit être égale au montant de la garantie d'augmentation salariale prévue à l'annexe 2. Voilà. Donc, ensuite, on a bien sûr, de la même manière que ce qu'a expliqué Laurence tout à l'heure par rapport aux rémunérations forfaitaires, on a l'exception, je dirais, l'exception 2022. Pourquoi? Parce que effectivement, on a tenu compte des établissements, Laurence l'a dit, qui ont anticipé ces mesures compte tenu d'un lobbying renforcé, mais qui a abouti relativement tard par rapport à la date à laquelle nous l'avons engagé. Et donc, il y a pu y avoir des augmentations pratiquées. Alors, c'est très précis dans l'accord, ce sont des augmentations collectives
qui ont été mises en place donc, au titre de l'année 2022 par accord d'entreprise, d'établissement de groupe ou par des UE, donc en 2022, ou des augmentations individuelles qui sont intervenues en 2022. Et pour ces augmentations-là, c'est expliqué à l'article 6, eh bien, pour ces augmentations-là, je répète, collectives ou individuelles, en 2022, au titre de l'année 2022, il y a un principe de non-cumul qui s'applique pour, entre guillemets, ne pas, en gros, demander aux bons élèves, entre guillemets, qui ont anticipé du fait qu'on savait qu'on avait un principe de financement, de compensation de l'inflation dans le secteur, mais qui était lent à être rendu, je dirais, effectif, eh bien, pour ne pas pénaliser ces établissements-là. Donc, on vous a pris un exemple simple. Un établissement de santé applique la convention collective. En anticipation de l'avenant 32, il a, par exemple, signé un accord d'entreprise qui prévoit une augmentation collective de salaire de 2% pour tous les salariés, par exemple, encore une fois, à partir de juin 2022. Et donc, a priori, vu qu'on est sur un avenant 32 qui augmente les rémunérations de 3%, il reste donc un pourcentage de 1% d'augmentation à verser. Et donc, c'est ce montant différentiel qui sera dû. Donc, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, rétroactivement au 1er juillet 2022, vous allez appliquer la nouvelle valeur du point. Et puis, vous allez comparer le montant de l'augmentation obtenue avec le montant de la garantie d'augmentation salariale de chaque coefficient. Et donc, c'est le reliquat uniquement entre l'augmentation obtenue du fait de la mesure d'entreprise d'augmentation collective décidée en 2022 et le montant de la garantie d'augmentation salariale que vous verserez. C'est uniquement le reliquat. Alors évidemment, il y a toujours une comparaison à faire puisqu'on ne peut pas se dire j'ai fait une augmentation en 2022, j'ai signé par exemple un accord de groupe, donc c'est bon, je ne regarde même pas ce qu'il en est de l'application de l'avenant 32 puisqu'il y a une comparaison de niveau et de l'augmentation. Et c'est bien sûr quand l'augmentation que vous avez pratiquée n'est pas au niveau de celle de l'avenant 32 que vous devrez bien sûr l'appliquer. Mais là, c'est plus simple puisque pour comparer le montant de l'augmentation de monsieur X issu de votre accord collectif, eh bien, vous regardez pour monsieur X, en fonction de son coefficient, le montant de sa garantie d'augmentation salariale. Et encore une fois, vous versez un reliquat si nécessaire. Voilà. Ensuite, il peut y avoir, on a voulu reprendre cet exemple-là parce que vous nous interrogez souvent sur le sujet, un salarié qui est au coefficient 246, mais vous décidez, sans qu'on arrive à la date anniversaire de changement de coefficient, sans qu'il y ait de promotion et donc de changement de coefficient dû à un changement d'emploi, vous décidez, un peu comme vous décideriez de mettre en place une prime, à la place, vous dites, moi, dans mon entreprise, je décide qu'à ce salarié-là, dont le coefficient conventionnel est 246, eh bien, je décide, moi, de le passer, par exemple, c'est un exemple qu'on vous a pris, que vous avez dans la slide, au coefficient 256. Donc, en fait, ça s'apparente à une mesure d'entreprise plus favorable. Mais pour autant, là, on est en train d'appliquer un avenant à la convention collective. Et on se réfère bien à la convention et à son avenant 32. Or, en vertu de la convention, ce salarié est au coefficient 246. Et donc, c'est bien la garantie d'augmentation salariale afférente au coefficient conventionnel 246 que vous allez lui appliquer. Et pour ça, vous pouvez regarder le texte de l'avenant qui précise bien que le montant de la garantie d'augmentation est déterminé par le coefficient au sens de la convention collective au 1er juillet 2022, donc pour ceux, puisque l'application se fera rétroactivement au 1er juillet, pour ceux présents dans les effectifs à la date de signature de l'accord, c'est-à-dire au 10 novembre 2022. Et puis ensuite, vous appliquez bien sûr tout simplement la garantie telle qu'on vous l'a, mise dans l'annexe 2, qu'on a reproduite intégralement, et même tous les tableaux pour tous les coefficients vous sont donnés dans la note de décryptage dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite,
par rapport aux primes d'entreprise, c'est une question que vous nous posez extrêmement souvent parce que vous êtes habitués à l'article 75 de notre convention collective et à faire la comparaison toujours avec la rémunération d'entreprise, d'ailleurs avec des valeurs du point qui peuvent être très hétérogènes, parfois même en deçà même de la valeur du point qui était jusqu'à présent de 7,05. Et puis avec vos primes d'entreprise, vous regardez à quel montant vous arrivez et vous comparez à chaque fois le montant qui correspond à la rémunération conventionnelle du salarié pour voir si vous remplissez à minima les dispositions de la convention collective, si vous êtes à minima pour le salarié concerné à la rémunération conventionnelle. Là, c'est un petit peu différent parce que même si avec des primes que vous avez en place, de date que vous avez pu mettre en place, même si vous aboutissez à une rémunération équivalente à la nouvelle rémunération conventionnelle calculée en fonction du coefficient de monsieur X ou Y fois 7,26, ça ne suffit pas parce que les primes que vous avez ne peuvent pas participer de l'augmentation prévue par l'avenant 32, puisque, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a un mécanisme de sécurisation, si je puis dire, c'est comme ça en tout cas qu'on l'a présenté, qui permet que tous les salariés, même si leur rémunération d'entreprise est déjà au niveau de la nouvelle rémunération conventionnelle, bénéficient d'une augmentation effective. Donc là encore, vous appliquez la garantie d'augmentation salariale dont tous les montants sont à l'annexe 2 en fonction du coefficient des salariés concernés. Voilà. Donc, vos primes d'entreprise, c'est pour ça que Laurence disait tout à l'heure, on met de côté le Ségur et les primes d'entreprise, elles ne peuvent pas participer de l'augmentation effective. Ça ne peut pas être pour partie ce qui vous conduit au montant de la garantie d'augmentation salariale. On a également voulu vous mentionner ce qu'il en était en cas de changement de coefficient. Donc là, dans le cadre normal d'application de la convention collective, j'ai une date anniversaire, je reste dans mon emploi, mais tout simplement en fonction de cette date anniversaire, je change de coefficient, ou alors je change d'emploi, par exemple, et c'est des exemples qu'on vous a pris dans la note de décryptage que l'on a diffusé via notre flash et notre newsletter, ou alors je change en octobre 2022 d'emploi, je suis promu, je change de coefficient. Qu'est-ce que je fais de ma garantie? Eh bien, tout simplement, je conserve, en cas de changement de coefficient à une date anniversaire ou changement d'emploi, le montant de la garantie conventionnelle correspondant au coefficient au 1er juillet 2022. C'est comme cela que l'accord est construit, est rédigé. C'est le texte même de l'article 6 de l'accord. Voilà. Alors, on voit que vous êtes nombreux à poser des questions et on va essayer de répondre à certaines d'entre elles à la fin de notre présentation. Mais on va d'abord dérouler la présentation. Peut-être que sur ce qu'on vous dira par la suite, il y aura des questions que vous vous posez auxquelles nous apporterons des réponses. Mais on prendra quelques exemples de questions qui nous sont posées à la fin de l'échange pour essayer d'y répondre. Et évidemment, Fabienne l'a dit, Christine également, nous allons répondre. N'hésitez pas à nous envoyer par mail ou à nous appeler si toutefois on n'a pas répondu à toutes vos questions. En tout cas, ce qu'on voulait continuer de vous présenter sur les autres mesures de l'accord, c'est notamment la question de la date d'application. Puisque, d'abord, ce n'est pas forcément écrit comme ça, mais on vous rappelle que l'accord est applicable rétroactivement au 1er juillet 2022. Donc, on est conscient là aussi des difficultés en paye que cela représente pour vous pour le calcul de toutes vos rémunérations depuis juillet 2022, mais là aussi pour l'application symétrique avec le secteur public et une date d'application équivalente, nous étions obligés de retenir cette date. Donc, rétroactivement au 1er juillet 2022, pour tous les salariés présents à l'effectif à la date de signature de l'avenant, et en l'occurrence, c'est le 10 novembre 2022. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Et notamment, pour prendre des exemples concrets, vous nous interrogez souvent sur ça. J'ai un salarié qui est en CDD du 1er au 15 novembre 2022, et il a également été en CDD
15 jours en juillet, 15 jours en août, 15 jours en septembre, 15 jours en octobre. Qu'est-ce que je dois lui verser? Ce salarié était bien présent à l'effectif à la date de signature de l'avenant, le 10 novembre 2022. Il est donc éligible à l'avenant 32 et à son caractère rétroactif, puisque comme l'accord, enfin l'avenant, est applicable au 1er juillet 2022 pour tous les salariés qui sont présents à l'effectif au 10 novembre, du coup, pour tous ces salariés qui sont présents à l'effectif au 10 novembre, je regarde tout ce qui s'est passé pour eux depuis le 1er juillet 2022 et je dois leur calculer et leur verser le rappel rétroactif. Ça, c'est donc pour ceux qui sont présents à l'effectif au 10 novembre 2022. Ensuite, se pose la question, pour tous les salariés que vous allez recruter après le 10 novembre 2022 et qui n'étaient donc pas présents à l'effectif à cette date-là. Un exemple, un salarié est recruté au 1er janvier 2023. Qu'est-ce que je dois lui appliquer? Alors, là, si vous appliquez, si vous appliquez la convention collective stricto sensu, c'est facile, entre guillemets, puisque vous appliquez les nouvelles dispositions conventionnelles, nouvelle rémunération forfaitaire ou nouvelle valeur du point appliquée sur les coefficients. En revanche, si vous avez utilisé pour les salariés le mécanisme de la garantie d'augmentation salariale, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous devez vous projeter sur une situation théorique de ce salarié. Je m'explique. Donc, vous recrutez ce salarié, un infirmier, au 1er janvier 2023, au coefficient, par exemple, au coefficient 280. Vous appliquez maintenant les nouvelles valeurs du point. Avant l'application de l'avenant 32, et vous devez toujours faire ce calcul-là, qu'est-ce que j'aurais appliqué aux salariés avant l'application de l'avenant 32? Qu'est-ce que j'applique aux salariés après l'application de l'avenant 32? Et qu'est-ce que je dois donc verser aux salariés au titre de l'augmentation de la garantie salariale? Donc, en fait, le mécanisme à systématiquement faire, c'est se positionner avant l'application de l'avenant 32, après l'application de l'avenant 32, et quel est le montant d'augmentation théorique que le salarié aurait eu, et je compare encore ce montant à ma garantie d'augmentation salariale. La méthodologie qu'on vous a rappelée en tout début, en fait, ça reste celle qui est à appliquer, y compris pour les salariés qui ont été recrutés après la date de signature. Mais en fait, pour eux, vous devez vous positionner en fait, sur une situation théorique. Est-ce que c'est clair, Fabienne, ce que je dis, ou tu veux peut-être reformuler En fait, très concrètement, pour ces salariés-là, vous serez obligé, notamment pour ceux qui dépendent de la valeur du point, de leur verser la garantie d'augmentation salariale, en fait. C'est-à-dire qu'on leur appliquera, vous leur appliquerez la nouvelle valeur du point, bien sûr, et la garantie d'augmentation salariale qui correspondra à leur coefficient au jour de leur embauche. Puisqu'évidemment, il n'y a pas de rétroactivité, évidemment, la rétroactivité ne concernant exclusivement que les salariés qui étaient présents dans les effectifs au 10 novembre 2022. La question aussi que vous vous posez, c'est est-ce qu'on inclut en fait la garantie d'augmentation salariale dans les éléments pour calculer la RAG. En fait, on n'est pas du tout dans les mêmes, comment dirais-je, il ne s'agit pas des mêmes éléments que ceux qu'on applique habituellement, puisque cette garantie d'augmentation salariale a cela de particulier qu'elle vient en fait s'ajouter aux rémunérations réelles. Donc, ça devient un élément de rémunération réelle qui est mis en place pour garantir une augmentation effective des salaires, on l'a dit, pour des salariés qui n'en auraient pas eu ou on aurait eu une partielle par rapport au montant de la garantie d'augmentation salariale. Dès lors, elle est exclue des éléments pris en compte pour calculer la RAG. Voilà. En revanche, évidemment, et c'est prévu à l'article 6 de l'avenant, il faut vérifier évidemment que le montant de la garantie d'augmentation salariale est assuré mensuellement ou au plus tard en fin d'année. Donc ça laisse un petit temps pour les entreprises qui le souhaitent et selon des modalités qu'elles déterminent.
Sur le sujet du financement, je vais passer rapidement parce que Christine a été très précise lors de l'introduction du webinaire. En fait, sur le financement, vous l'avez compris, le versement de ces revalorisations, c'est un principe de précaution que l'on prend lors de la signature de tous les avenants qui transposent en fait des mesures d'augmentation salariale. Il est conditionné, ce versement, à leur financement préalable par les pouvoirs publics. Néanmoins, on est bien sûr en lien permanent sur ce sujet avec le ministère de la Santé, la DGOS en particulier, et donc, comme l'a dit Christine, la délégation de crédit devrait intervenir en C3, dont nous attendons effectivement la notification en décembre pour un versement en janvier 2023. Néanmoins, encore une fois, comme nous savons que les crédits vont être assurés, comme nous savons qu'il n'y a pas de possibilité d'opposition, majoritaire à cet avenant. C'est-à-dire que pour être très clair, au jour d'aujourd'hui, on a reçu une opposition de la CGT, mais cette opposition ne peut pas, même s'il y avait par exemple aussi une opposition de FO, ne peut pas empêcher l'application de l'avenant, puisque l'avenant lui-même est un accord majoritaire. C'est la raison pour laquelle on vous accompagne le plus tôt possible dès sa signature. Depuis sa signature, en fait, et même avant sa signature, on commence à vous donner de premières explications et que l'on vous recommande un versement dès que vous le pourrez, moyennant effectivement l'opérationnalité en paye selon les formules et les principes que l'on vous a présentés. Et donc, finalement, dès que les formalités de dépôt et de publicité auront été accomplies, il sera véritablement juridiquement applicable. Alors, il y a d'autres éléments en dehors de la rémunération conventionnelle mensuelle qui sont impactés par l'avenant 32. Ce sont les indemnités de sujétion notamment, puisqu'elles sont assises finalement soit sur le salaire conventionnel ou sur la valeur du point, enfin, l'un induit de toute façon l'autre. Mais notamment l'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés fixée depuis l'avenant 31 à 60% de la valeur du point. La valeur du point étant passée de 7,05 à 7,26, l'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés est donc mécaniquement augmentée. De la même manière, la rémunération des repos, des jours de repos, des jours fériés qui tombent sur les jours de repos, puisqu'elle correspond à un 24e du salaire brut, là aussi, puisque le salaire brut est mécaniquement augmenté, cette indemnité aussi est valorisée. L'indemnité pour travail de nuit qui correspond là aussi depuis l'avenant 32 à 15% du salaire conventionnel. Le salaire conventionnel est modifié, cette indemnité aussi. Il en va de même s'agissant de la rémunération des astreintes. En revanche, et on vous l'avait précisé dans notre note de décryptage de l'avenant 31, vous avez pu adopter des dispositions d'entreprise différentes de la seule application de la convention collective. Donc là, encore une fois, il convient de regarder vos accords d'entreprise pour vérifier, avec l'augmentation de la valeur du point, si ce que vous avez mis en place dans vos établissements est supérieur ou non aux nouvelles dispositions conventionnelles du fait de l'avenant 32 et de l'augmentation de la valeur du point. Donc, le principe, c'est que tout est mécaniquement augmenté, sauf si vous avez adopté des pratiques qui vous placeraient au-delà de ce qui est prévu par la convention collective, y compris en tenant compte de la nouvelle valeur du point, et auquel cas, vous n'êtes pas nécessairement tenu d'appliquer les 7,26 en l'occurrence, si toutefois vous êtes au-dessus. D'autres éléments de rémunération également sont impactés, et on a vu des questions passer sur le sujet, bien sûr, les heures supplémentaires. On a vu également passer des questions sur la prime de fin d'année et le 13e mois. Si le 13e mois correspond en effet à un vrai 13e mois au sens, c'est la rémunération mensuelle du salarié, alors oui, mécaniquement, il est impacté. S'il s'agit d'une prime de fin d'année, il faut voir comment vos accords sont rédigés sur la prime de fin d'année qui ne correspond pas nécessairement à un 13e mois. Ça pourrait être la rémunération conventionnelle du salarié à une date donnée qui serait antérieure au 10 novembre et auquel cas vous n'auriez pas à modifier votre prime de fin d'année. Enfin, les exemples sont tellement divers en fait qu'on ne peut pas tous les évoquer, mais en fait, il faut systématiquement vous référer à votre acte juridique qui a mis en place ces primes.
Voilà, je crois que nous avons fait le tour de ce que nous souhaitions vous présenter. En synthèse, en tout cas, moi, ce que je tenais quand même à vous indiquer, c'est que, et on rentrera sans doute en questions individuelles, Guillaume et moi qui répondons, enfin Guillaume plus spécifiquement qui répond beaucoup à vos questions sur le pôle social, on répondra à vos questions plus spécifiques parce qu'il est vrai que cet avenant est un avenant, certes, on l'a dit, c'est un avenant de revalorisation générale, mais compte tenu de la clause qui permet aux salariés de bénéficier d'une augmentation effective, donc cette garantie d'augmentation salariale, ça rend la mise en œuvre très technique et parfois très complexe. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, on répondra sans doute à vos questions très précises et très techniques individuellement. Mais les grands principes, en tout cas, qu'on souhaitait vous rappeler, c'est que, sauf si vous mettez en place la clause de non-cumul parce que vous avez prévu des augmentations au sein de vos établissements en 2022, finalement, c'est la seule exception qui vous permet de ne pas faire bénéficier à vos salariés de cet avenant 32. En dehors de ce cas, si vous avez mis en place des augmentations dans vos établissements en 2022, en dehors de ce cas, les salariés doivent bénéficier de l'augmentation salariale, soit de la nouvelle valeur du point, soit de la garantie d'augmentation salariale, soit d'un mix des deux. En gros, c'est ce qu'il faut retenir de l'accord. Les salariés doivent bénéficier d'une augmentation salariale. Donc, finalement, peu importe les primes que j'ai dedans, dehors, etc., le salarié doit bénéficier à minima de l'augmentation prévue de la garantie d'augmentation salariale. C'est le minimum qu'il doit percevoir. Encore une fois, sauf clause de non-cumul, sauf si vous l'avez déjà atteinte partiellement parce que vous avez mis en place des choses en 2022, sauf si vous l'avez déjà atteinte totalement parce que vous l'avez mis en place en 2022, auquel cas vous n'êtes même pas concerné, mais ces cas, de ce qu'on en sait, sont plutôt rares. Voilà. Sinon, en dehors de ces exceptions-là, qui encore une fois sont rares, vous devez appliquer la garantie. Exactement. Alors, on va essayer de répondre à certaines questions. Évidemment, vous êtes plus de 400, donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je vous engage bien sûr à revenir vers nous, parce qu'on peut avoir besoin d'un temps d'analyse, nous-mêmes des questions à vous poser pour bien préciser tout simplement la situation dans laquelle vous êtes. Moi, ce que je vois notamment l'augmentation impact tel les heures supplémentaires réalisées de juillet à novembre 2022, mais il me semble que Laurence y a répondu en précisant que c'était oui. Qu'en est-il lorsqu'il y a en plus de la rémunération conventionnelle un complément de salaire établissement supérieur à l'augmentation? Là, effectivement, c'était l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un niveau de prime qui est important et finalement, quand à côté de cela, vous faites le calcul de la nouvelle rémunération conventionnelle du salarié en fonction de son coefficient et de la nouvelle valeur du point, vous vous dites, en fait, je suis déjà au niveau, voire même au-dessus. Et si on avait été sur un avenant salarial lambda, par exemple l'avenant 29, très bien, conformément à l'article 75 de la Convention, vous étiez déjà au-dessus, vous n'aviez pas appliqué l'augmentation. Là, c'est un peu différent, puisque vous devez néanmoins répercuter une augmentation. Donc, vous appliquerez en fait le montant de la garantie d'augmentation salariale prévue à l'annexe 2, correspondant donc au coefficient du salarié concerné. On a vu passer également une question s'agissant du financement. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Alors, a priori, non, il n'y a pas de choses particulières, mais vous êtes régulièrement en lien avec votre ARS. En tout cas, sans doute vos services, vos directions financières le sont sans doute. Donc, non, c'est une notification qui doit intervenir en C3 et ensuite la répartition se fera sans doute de manière régionale sur la base de la SAE 2021, comme le disait Christine Schibler tout à l'heure. Mais il faudrait vous rapprocher de votre ARS pour avoir plus de détails ou revenir vers l'ARS si toutefois les financements n'étaient pas reçus une fois la délégation C3 reçue. Une autre question qui a été posée également, c'est tous les coefficients sont-ils concernés par l'avenant 32? Oui, ils le sont tous. Tout à fait. Il est vrai que dans l'avenant, nous n'avons été que jusqu'à certains d'entre eux. C'est juste pour des questions comment dirais-je,
pratique en fait, parce qu'en fait, il y avait tellement simplicité. de... Ouais. Voilà. Mais néanmoins, le principe de calcul, il est énoncé en chapeau au début de l'annexe 2. Donc, et pour vous faciliter les choses, vous avez l'intégralité du tableau, et c'est la raison pour laquelle je comprends que certains puissent se poser la question, mais le principe est rappelé dans l'avenant, et vous avez l'intégralité du tableau des garanties d'augmentation salariale pour tous les coefficients dans la note de décryptage, en lien avec la note de décryptage qui a été diffusée et qui sera évolutive parce que, évidemment, nous nous alimentons de vos questions. Il y a forcément des points pour un avenant comme celui-ci que nous devons préciser. Donc, elle a été jointe, encore une fois, au flash sur Avenant 32 et à notre dernière newsletter, et nous la ferons bien sûr évoluer. Après, par rapport à la rémunération réelle, alors encore une fois, il faudrait quand même que vous nous contactiez pour qu'on en parle avec vous, mais tout simplement, la rémunération réelle, c'est celle que vous appliquez réellement aujourd'hui, avec certains d'entre vous qui ont des valeurs du point plus ou moins hétérogènes, et puis, par exemple, des primes, des compléments différentiels que vous appliquez. Tout ça, c'est votre rémunération réelle. Donc, quand à côté de cela, parce que c'est comme ça qu'il faut toujours procéder, mais ça, même avant l'avenant 32, vous faites un calcul, encore une fois, avec la nouvelle valeur du point ou les rémunérations forfaitaires, eh bien, vous vérifiez quel est le montant de l'augmentation de tenue. Et encore une fois, ce montant peut ne pas être à la hauteur de ce dont le salarié devrait bénéficier si on partait de la rémunération forfaitaire, par exemple conventionnelle d'aujourd'hui, pour aller à la rémunération forfaitaire conventionnelle de l'avenant 32, et de la même manière pour l'augmentation de la valeur du point. Et donc, pour l'augmentation de la valeur du point, il faudrait qu'il ait à minima le montant de la garantie d'augmentation salariale. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que vous devez la lui verser. Donc, on est toujours dans ce mécanisme qui, c'est sur ce point-là que l'avenant diffère des autres, qui garantit une augmentation qui doit être effective par rapport au salaire réel et à minima égal au montant prévu à l'annexe 2 pour les coefficients concernés. Vous nous avez également interrogé sur, à partir du moment où il y aura une nouvelle grille salariale, il n'y aura plus lieu de calculer une garantie d'augmentation. En effet, et c'est bien dans ce sens qu'on travaille dans nos travaux sur les classifications. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos grilles, compte tenu des augmentations successives du SMIC, sont un peu bricolées, excusez-moi du terme, parce qu'en effet, on a d'une part coefficient multiplié par valeur du point, d'autre part les rémunérations forfaitaires auxquelles s'ajoutent les rémunérations Ségur. Enfin, c'est vrai elles deviennent difficilement lisibles et compréhensibles. Dans le cadre de nos travaux sur les classifications et des nouvelles rémunérations conventionnelles qu'on est en train de négocier avec les organisations syndicales, en effet, il n'y aura plus tous ces différents composants. Il y aura une rémunération. Non, mais là, on est effectivement en train de gérer une convention collective qui, compte tenu en fait de baisses tarifaires successives, eh bien, n'a pas pu évoluer pour l'ensemble des cliniques parce qu'on est sur un socle conventionnel et qu'il était hors de question de mettre en difficulté les adhérents. Et donc, il n'a pas pu évoluer autant qu'il aurait dû en fonction des augmentations du SMIC, etc., etc. Donc, il y a eu effectivement un certain nombre de mesures d'entreprise et parallèlement à ça, avec le dépassement dû aux augmentations successives du SMIC, eh bien, il y a eu un certain nombre de coefficients, vous le savez très bien, qui sont devenus infra-SMIC. Donc, on a dû historiquement mettre en place ces rémunérations forfaitaires. On était quand même à 61 coefficients infra-SMIC si on fait une abstraction du Ségur, parce que si on tient compte du Ségur, on a toujours été, enfin depuis la mise en place de l'accord Ségur en octobre 2020, au-dessus du SMIC. Et c'est quand même un élément qui fait que les salariés sont payés au-dessus du SMIC. Mais il est vrai qu'on est sur des grilles, excusez-moi du terme, qui sont bricolées de longue date avec ces rémunérations forfaitaires. Et puis, à partir d'un certain coefficient, selon les augmentations qui sont pratiquées en NAO, eh bien, des coefficients qui redeviennent calculés en fonction de la valeur du point. Et là, la différence, effectivement, c'est cette garantie de manière à s'assurer d'augmentation effective. Vous nous interrogez également sur la date d'application, ou plutôt le caractère obligatoire d'application en décembre 2022. Alors, il est vrai que l'accord prévoit une clause entre guillemets suspensive, puisque les revalorisations sont conditionnées au financement effectif. Et en fait, cette clause, on l'a depuis
l'accord sur le Ségur. Donc, juridiquement, si vous n'avez pas reçu les financements, vous n'êtes pas tenu de. Cependant, nous engageons quand même les établissements qui le peuvent à anticiper cette mesure, anticiper entre guillemets, puisqu'on est déjà le 1er décembre. Donc, on sait que le paramétrage des logiciels, là aussi, vous nous avez interrogé sur le paramétrage des logiciels, j'y reviendrai, est complexe à faire compte tenu de la complexité de mise en œuvre. Donc, en tout cas, nous vous engageons à l'appliquer dès que possible, puisque, encore une fois, c'est une mesure de laquelle nous parlons depuis fin mars, début avril 2022, que les salariés attendent depuis longtemps. Et voilà, les établissements qui sont en mesure de le faire, on les invite également, évidemment, à le faire au bénéfice des salariés pour qu'ils puissent percevoir la mesure au plus tôt. Et à tout le moins, à communiquer aux salariés, si toutefois vous n'étiez pas en mesure de le faire, à communiquer aux salariés la mise en œuvre de cet avenant 32 et le fait qu'ils en bénéficieront. Oui, avec une rétroactivité pour ceux qui bénéficieront de la rétroactivité. Ça peut être aussi pour ceux qui, compte tenu des paramétrages de paye complexes, et on en est conscient, ne peuvent pas le faire là, forcément en décembre. C'est toujours déjà positif de pouvoir au moins communiquer effectivement sur cette augmentation, la manière dont elle va intervenir et rétroactivement à quelle date. Juste, il y a une question sur, encore une fois, vous êtes plus de 400, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais vous, bien sûr, on vous engage à revenir vers nous, mais sur la garantie en fait, individuelle d'augmentation, à savoir est-ce qu'elle rentre dans le taux horaire, la réponse est oui, bien sûr. Concernant les primes PEPA ou primes de partage de la valeur, étant donné qu'on ne peut pas leur substituer un autre élément de rémunération, on ne peut pas les intégrer, on ne peut pas en tenir compte dans le calcul. Excusez-nous, on découvre aussi les questions au fur et à mesure. Et je vois que vous me demandez une note à communiquer aux salariés. On pourra regarder dans la partie évolutive en fait, de notre note de décryptage. Pour ceux, effectivement, j'entends, qui, quelque part, ont besoin d'éléments vulgarisés pour pouvoir un petit peu schématiser ou synthétiser les grosses lignes de l'application de l'avenant et communiquer en disant, voilà, rassurer en fait, pour dire, voilà, ça sera appliqué en début d'année prochaine, par exemple en janvier, et bien pouvoir leur dire, ça sera rétroactif, les modalités, voilà, les grandes lignes en fait sont les suivantes. Donc, on va regarder effectivement ce que l'on peut faire. Oui, je disais tout à l'heure, s'agissant des paramétrages de paye, une question qui nous disait est-ce que les logiciels sont paramétrés comme tels. Alors, nous n'en savons rien, mais nous supposons que non, puisque c'est une mesure qui... Voilà, je ne vois pas bien comment l'éditeur aurait pu anticiper une mesure pareille. Donc, non, ça c'est certain que vous allez avoir un travail de paramétrage à faire. Et en effet, j'ai vu aussi passer la question sur le fait de créer en effet une ligne garantie d'augmentation salariale, le cas échéant. Oui, parce que même si on assure le montant qui est égal à la garantie, en principe, la mécanique de l'avenant, c'est j'augmente et puis si j'ai un reliquat, j'applique le montant de la garantie. Donc, c'est aussi une question de preuve, en fait. C'est de bien démontrer par là qu'on applique à minima le montant de la garantie. Ce n'est pas uniquement une question mathématique. Bien sûr, on peut simplifier les choses et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple puisqu'on voit bien que quand on est sur les montants qui dépendent de l'augmentation de la valeur du point, c'est-à-dire à partir de 243, on voit bien que c'est le montant de la garantie, tandis que c'est un peu différent quand on est sur du forfaitaire, puisque finalement, les plus bas salaires vont avoir des augmentations pour passer, si je prends le premier coefficient, finalement du SMIC, en fait, aujourd'hui jusqu'au nouveau salaire forfaitaire qui est égal au SMIC au 1er août plus 3%, c'est-à-dire à 1729,36. Là, on voit que le gap est plus important que le montant de la garantie. Vous nous interrogez également sur l'impact de l'augmentation du SMIC sur la garantie d'augmentation salariale. Alors là aussi, on fera évoluer la note et sans doute rapidement puisque le SMIC est censé augmenter en janvier, mais en effet, oui, l'augmentation du SMIC impacte le montant de la garantie d'augmentation salariale. On vous l'écrira, mais dans la mesure où cette garantie, on l'a fixée à la date du 1er juillet 2022,
Ça signifie donc par déduction que dès lors que des éléments interviendraient après cette date, ils peuvent venir donc en déduction de la garantie d'augmentation salariale. Alors, quand on dit des éléments, en tout cas dans nos négociations, le sens qu'on y avait donné, ça ne correspondait pas, par exemple, à une augmentation du coefficient conventionnel. Ça ne faisait pas partie des éléments dans le sens où on l'avait travaillé qui viendraient en déduction de la garantie. En revanche, les augmentations du SMIC, elles, oui, et on l'écrira dans la note quand on fera sa version évoluée, que oui, le SMIC l'impactera. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Mais en fait, finalement, on est là, pour le coup, sur l'application d'un avenant classique par rapport à cette augmentation du SMIC. C'est-à-dire que finalement, encore une fois, la base, avec le mécanisme actuel, même s'il est obsolète pour les raisons qu'on s'est dites, eh bien, quelque part, on augmente les salaires conventionnels et la garantie d'augmentation salariale n'est là que pour pallier une augmentation des salaires conventionnels qui ne serait pas suffisante. Donc oui, tous ces éléments-là font partie du corpus des éléments conventionnels et qu'on va effectivement comparer avec le SMIC. Donc effectivement, il y aura un impact. Alors, on découvre les questions au fur et à mesure. Pour les salariés quittant l'entreprise après le 10 novembre 2022, le solde de tout compte doit-il déjà inclure la rétroactivité de l'avenant numéro 32 ou bien un bulletin de paie ultérieur pourra lui être adressé. Eh bien oui, cela permet d'éviter en fait un bulletin rectificatif. Vous nous interrogez également sur l'impact de l'augmentation du SMIC en août avec les garanties d'augmentation. En fait, même si la garantie d'augmentation est calculée au 1er juillet 2022, elle a été calculée avec la valeur du SMIC au 1er août. Si bien que l'augmentation du SMIC au 1er août a déjà été anticipée dans cet avenant salarial et tout le contenu finalement a déjà tenu compte de la valeur du SMIC au 1er août. Donc finalement, la seule augmentation du SMIC de laquelle vous aurez à tenir compte, c'est celle qui interviendrait, j'ose à peine utiliser le futur, interviendra au 1er janvier. En principe, je vois pas mal de questions sur les arrêts de travail. En principe, on est dans le cadre du maintien de salaire. Donc, effectivement, il va y avoir un impact de cette augmentation sur les arrêts de travail. Après, par rapport à la date de signature de l'avenant, on a bien tenu compte, parce que ça aurait été compliqué de faire différemment, d'une application rétroactive au 1er juillet pour les salariés présents dans les effectifs au sens présence administrative à la date de signature, c'est-à-dire au 10 novembre 2022. Mais effectivement, il y a un impact sur le maintien de salaire, effectivement, de ces éléments en cas d'arrêt de travail en particulier. On a vu beaucoup de questions passer sur la RAG également, et là, on enrichira la note, en effet, des réponses sur la RAG. La question des GIE, vous nous interrogez également sur l'application de la mesure au GIE. Nous avons interrogé la DGOS sur le sujet, en fait, puisque sur le principe, en fait, les salariés qui sont payés sur la base conventionnelle devraient être concernés. Maintenant se pose la question du financement des professionnels qui sont dans le cadre de GIE. Et ça, pour le moment, nous n'avons pas obtenu de retour de la DGOS sur le sujet. On essaye de suivre les questions, c'est un peu compliqué. Excusez-nous, parce que ça va très très vite et on a à peine le temps de les lire. Mais des augmentations, j'ai cru voir intervenues en septembre. Ben là, de la même manière, on est dans le cadre du principe de non-cumul. C'est-à-dire si ces augmentations ont été mises en place par exemple, que ce soit d'ailleurs par une DUE ou par un accord d'entreprise en septembre 2022, eh bien effectivement, il y a tout à fait la possibilité de comparer leurs montants, encore une fois, avec les montants de l'augmentation qui est issue de l'application de l'avenant 32 et de faire une comparaison
entre les deux augmentations pour vérifier que le salarié a bien, en application de l'avenant 32, obtenu en sus de son salaire réel les augmentations qui correspondent à celles de l'avenant 32. Donc, il y a bien une prise en compte tout à fait possible. On est vraiment dans le cadre de la disposition de la convention, enfin de l'avenant 32, pardon, qui modifie la convention collective sur la clause de non-cumul. Et oui, si l'augmentation a eu lieu avant le 1er juillet, hein, c'est bien pour l'année 2022, là j'essaie de lire rapidement, eh bien ça rentre aussi en considération dans le comparatif. On n'est pas, en fait, c'est vraiment, on n'a pas mis de date, en fait, sur 2022, avant, après, si vous voulez. Donc, c'est vraiment, le texte de l'avenant est clair, c'est pour les augmentations qui sont appliquées au cours de l'année 2022 et prévues par un accord de groupe d'entreprise ou d'établissement signé en 2022. Il n'y a pas de notion de mois, en fait, peu importe, je dirais, le mois de l'année 2022 concerné. Et donc, par contre, ils doivent être prévus pour les augmentations collectives. Elles doivent être prévues par un accord de groupe d'entreprise ou d'établissement signé en 2022 ou d'une DUE prise en 2022. Ou il peut s'agir également d'augmentations individuelles qui concernent par exemple plus souvent les cadres et qui là ont été prises effectivement aussi décidées et mises en œuvre en 2022. Donc, je vois beaucoup de questions sur la question des mois. Ça ne pose pas ça ne rentre pas en ligne de compte. Et donc, on a vu également une question pour les salariés qui vont rentrer dans les effectifs au 1er janvier 2023. Quelle valeur du point faut-il leur appliquer? J'ai envie de dire, vous appliquez les nouvelles rémunérations conventionnelles. On a des établissements qui nous ont indiqué ne pas souhaiter changer leur valeur du point. Les rémunérations auxquelles vous êtes tenus sont les nouvelles rémunérations conventionnelles. Encore une fois, avec le mécanisme qu'on vous a quand même rappelé précédemment, qui est que si vous aviez recruté le salarié antérieurement, quel est le montant de rémunération, quel est le montant de la rémunération qu'il aurait eu, en le recrutant au 1er janvier 2023, quel est le montant de rémunération qu'il a, quelle augmentation théorique, entre guillemets, ça lui octroie, et est-ce que ce montant est au moins équivalent au montant de la garantie salariale pour le coefficient donné. Donc, si vous appliquez pour tous vos salariés la nouvelle valeur du point, alors vous appliquez en effet la nouvelle valeur du point. Et si vous aviez appliqué 7,05, le salarié aurait donc eu une augmentation conforme à l'augmentation des rémunérations conventionnelles et auquel cas pas de sujet. Si en revanche, pour une raison ou pour une autre, vous étiez au-delà, vous devriez pour ce salarié-là soit appliquer la nouvelle valeur du point si vous souhaitez le faire pour votre établissement, mais en tout cas, à minima, pour cet exemple précis, appliquer la garantie d'augmentation salariale. Et pour répondre aussi à la question, y aura-t-il de nouvelles grilles? Oui, bien sûr. Nous allons mettre à jour les grilles de rémunération puisque la valeur du point a augmenté. Donc, il y aura de nouvelles grilles de rémunération auxquelles seront attachées la garantie d'augmentation salariale puisqu'elle fait aussi partie maintenant de la rémunération conventionnelle au même titre que les autres éléments. Alors, j'ai vu une question là, rapidement sur les établissements accueillant en fait des personnes handicapées et donc la mise en œuvre, évidemment, la mesure leur est applicable, puisqu'ils sont bien compris dans notre champ d'application et ça paraîtrait complètement incongru d'augmenter une valeur du point uniquement pour des établissements sanitaires. Et donc, nous avons effectivement relevé ce point et porté dès le début de nos échanges en fait, avec la DGOS, le ministère de la Santé plus largement sur ce sujet, leur intégration pour bénéficier d'un financement. C'est notre objectif. Je vois une question à nouveau sur la rétroactivité pour les salariés absents. Ben oui, étant donné que, je répète, ils étaient présents dans les effectifs, c'est une présence administrative à la date de signature en fait, de l'avenant 32, c'est-à-dire 10 novembre, excusez-moi, ils sont bien sûr concernés par la rétroactivité. Ensuite, on a une question sur un salarié sortir des effectifs entre juillet et septembre. Alors là, tout dépend parce que si effectivement, au 10 novembre, il n'est absolument pas présent à nouveau, je veux dire, parce que c'est souvent des CDD, c'est le cas
que Laurence a abordé tout à l'heure. Tout dépend si ensuite vous lui avez refait un contrat ou pas, et que ce contrat, en termes de présence administrative, couvre la période de signature, c'est-à-dire qu'il était présent dans les effectifs au 10 novembre. Donc, si c'est le cas, eh bien oui, il va bénéficier effectivement d'une mesure de revalorisation, enfin, il va bénéficier de l'avenant 32 pour les périodes concernées, donc rétroactivement. Si en revanche, eh bien, il a fait son contrat entre juillet et septembre et qu'il n'est plus en fait dans les effectifs de l'établissement au 10 novembre, eh bien non, l'application de l'avenant fait qu'il ne bénéficie pas rétroactivement des mesures d'augmentation prévues par l'avenant. Donc, vous nous demandez si nous pourrions faire un question-réponse avec toutes les questions posées lors du webinaire. En tout cas, on va en effet enrichir la note de toutes vos questions. Enfin, de toutes vos questions, en tout cas des plus fréquentes. Si toutefois la note ne répondait pas à l'intégralité de vos questions, on est évidemment à votre disposition par mail ou par téléphone pour y répondre, mais on va quand même essayer de l'enrichir des questions les plus générales pour ne pas... voilà, elle est déjà dense, encore une fois, un avenant salarial compliqué. Il y a des situations très spécifiques et donc la note n'aura pas pour objet de répondre à toutes les situations spécifiques, mais nous sommes là pour... une analyse, oui, en fait. tout à fait. Certaines, en effet, on ne répond pas forcément à toutes, parce que certaines, en effet, nécessitent une analyse aussi de vos textes. On répondra en tout cas à toutes celles que vous nous poserez, nous poserez par mail. Oui, il y aura possibilité, je vois une question sur le replay, il y aura effectivement une possibilité de pouvoir réécouter en replay le webinaire, bien sûr. Et puis, on va effectivement ajouter encore une fois les exemples précis que Laurence a souhaité vous donner et qu'on a pu souhaiter vous donner au cours du webinaire, notamment les exemples chiffrés. On va les ajouter aux slides et on pourra vous envoyer les slides. Alors, il y avait une question très rapide sur l'indemnité différentielle. Je ne sais pas de quelle indemnité différentielle il s'agit. En revanche, il y a une indemnité différentielle qui a été prévue par le protocole de transposition. C'est un point qu'effectivement, on n'a pas forcément développé dans les slides parce que peu de salariés quand même, un pourcentage très faible de salariés ont encore cette indemnité différentielle, vous savez, issue de la transposition de la convention collective en 2002, mais on a prévu quand même, si cette question concernait cette indemnité différentielle de transpo, on a prévu dans l'avenant 32 que les revalorisations prévues par l'avenant ne diminueront pas le montant de l'indemnité différentielle d'emploi conventionnelle prévue par le protocole de transposition. Il y a une question qui nous a fait sourire. Pourquoi avoir choisi une méthode aussi complexe pour cet avenant? Fabienne, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? En fait, on a travaillé le sujet, on l'a dit au tout début, mais on a travaillé le sujet avec notre actuaire, comme on le fait de manière toujours assez cadrée et sérieuse pour tous les avenants salariaux. Et très concrètement, si on avait appliqué, comme pour l'avenant 29 et des avenants précédents, la méthode habituelle qui était de dire, voilà, on augmente les rémunérations forfaitaires avec un taux d'évolution de temps et avec ce même taux d'évolution, on augmente la valeur du point, du fait de l'application de l'avenant de l'article 75 de la convention collective, en fait, en réalité, il y aurait eu beaucoup moins d'augmentation effective. On n'aurait pas été sur une mesure de compensation de l'inflation et de soutien au pouvoir d'achat des salariés de manière, je dirais même équitable ou comparable avec ce qui a pu être fait ou ce qui peut être fait dans les autres secteurs. Donc, l'enveloppe même qui nous aurait été attribuée n'aurait été consommée qu'en très petite partie. Et puis surtout, de manière effective, les salariés n'auraient pas été ou auraient été peu nombreux, en fait, par rapport aux salariés du secteur, à être augmentés de manière effective. Politiquement, et vis-à-vis des salariés en termes d'attractivité, compte tenu de l'inflation très importante en 2022, c'était important de pouvoir apporter une compensation. Certes, elle est partielle par le biais de cet avenant, mais vous faites aussi des mesures d'entreprise qui peuvent aller dans le sens d'une augmentation de pouvoir d'achat, mais au moins on essaye de renforcer, de soutenir en
fait, le pouvoir d'achat des salariés. Et par ailleurs, il est important aussi vis-à-vis du ministère et de tous les travaux qui sont en cours aujourd'hui. Christine Schieber en a parlé très largement sur les classifications conventionnelles, de montrer qu'on applique une mesure d'augmentation salariale, de soutien au pouvoir d'achat des salariés, qui soit effective et s'applique aux professionnels. Donc c'est également d'un point de vue, je dirais, politique important. Or, la seule possibilité de le faire, c'était de prévoir en fait cette mesure de sécurisation qui permet un versement minimal effectif aux professionnels. Donc, quelque part, on l'a calculé avec notre actuaire de manière extrêmement objective, puisqu'elle prend en compte une nouvelle valeur du point, moins la valeur du point, je dirais, actuelle, multipliée par le coefficient. Donc, finalement, ça paraît complexe comme cela, mais le montant de la garantie, il est simple, il est objectivable. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle valeur, moins l'ancienne, fois le coef, et c'est le minimum que chacun des salariés, en fonction du coefficient de conventionnel auquel il est rattaché, eh bien, doit pouvoir être augmenté. On va répondre peut-être à 2-3 autres dernières questions, et puis après s'arrêter. En tout cas, s'arrêter pour ce webinaire, mais répondre à vos questions sur la boîte du pôle social. Oui, donc, tout à fait. La garantie d'augmentation salariale entre bien dans le calcul des indemnités de suggestion. Oui. D'une part. D'autre part, on partage complètement la complexité du système alors que des nouvelles grilles vont être mises en place, devraient être mises en place, c'est vrai, mais il y avait une question de calendrier et d'application effective aux salariés immédiate, en fait. Tout à fait. Donc, si nous avions attendu, vous avez raison, et on est tout à fait conscient d'une part de la complexité. Je pense que c'est la première fois qu'on fait un webinaire pour la mise en place d'un avenant salarial, parce qu'on est conscient de la complexité de la mesure, on est conscient de la complexité que ça aura pour vous en paye. Pour le numéro vert pour les salariés, vraiment on est conscient de la difficulté d'explication aussi, on est vraiment conscient de ça, mais comme l'a expliqué Fabienne, il nous fallait trouver une mesure permettant aux salariés de bénéficier effectivement de ces augmentations. Maintenant, et si nous avions attendu la mise en place des classifications, que nous sommes encore en train de négocier, l'avenant n'est toujours pas signé, on n'a pas fini les négociations, donc, et on sait également la tension dans vos établissements et les mouvements de grève. D'ailleurs, on les oublie, mais ils ont quand même eu lieu aussi il y a quelques mois de ça pour des mesures, des revendications salariales. Donc, il nous fallait trouver un moyen de faire bénéficier aux salariés de ces augmentations immédiatement. Si on avait pu le faire dans le cadre d'un nouveau système simplifié, évidemment, c'est ce qu'on aurait fait. Le seul sujet, c'est qu'appliquer une augmentation salariale à un système qui n'existe pas était impossible. Donc, on l'a fait comme d'ailleurs les autres organisations, d'ailleurs y compris la fonction publique, par rapport à une augmentation à la base du point d'indice ou de la valeur du point pour ce qui nous concerne. Le seul sujet, c'est que nous, on a un système qui s'est complexifié au fil des années avec ces rémunérations forfaitaires. Et puis, on est aussi sur des rémunérations planchées. Donc, il fallait assurer ce mécanisme d'augmentation effective, tandis que d'autres sont sur des rémunérations plafond qui emportent des conséquences entre guillemets réelles immédiates quand il y a une augmentation de la valeur du point. Donc c'est aussi ce point-là qu'il fallait prendre en considération. On est effectivement arrivé aux limites de cette grille conventionnelle de toute façon, et on le voit bien là avec l'avenant 32. Donc c'est la raison pour laquelle on met toute notre énergie dans la construction, je dirais, d'une grille conventionnelle et d'un nouveau système de rémunération qui répondent mieux aux attentes des uns et des autres, et en vue de simplifier aussi un certain nombre de paramètres et de structures de paye. Donc, en tout cas, pour conclure sur la réponse à vos questions, donc on a essayé de répondre à certaines d'entre elles maintenant. Nous allons répondre également aux questions que vous nous poserez à l'adresse pôlesocial@fhp.fr. Nous allons enrichir la note de décryptage des questions, en tout cas qui concernent le plus grand nombre que vous nous avez posées dans le webinaire. Le webinaire il sera disponible en replay. Le service communication de la FHP vous enverra un mail de la même manière que vous avez reçu celui d'invitation. Vous recevrez un mail avec le lien vers le replay, et nous alimenterons, nous ferons évoluer
au fil de vos questions, de vos sollicitations, notre note de décryptage qui paraîtra en tout cas au plus tard jeudi prochain pour notre prochain 100% RH et avant si on pouvait. Et vous avez, je vois beaucoup de questions sur les tableaux Excel juste avant de conclure. Vous avez quand même les tableaux Excel qui ont été joints à la note de décryptage qui a été diffusée dans la newsletter RH. Donc, de toute façon, c'est cet outil, en fait, la newsletter RH que l'on vous envoie tous les 15 jours, que l'on utilisera pour pouvoir continuer à répondre à vos questions. Et encore une fois, on va revoir en effet les grilles de salaire, bien sûr, bien évidemment. Merci véritablement, vous avez été très nombreux donc, à nous suivre. Donc, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous recontacter, soit par téléphone, soit bien sûr sur l'adresse que vous connaissez du pôle social. À bientôt. Très bonne journée à tous. Journée. Au revoir.